Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora avec l'intervention de Willy Blah. Actualité de la FIFA. Actualité en Chine. Actualité en Syrie par Luc Michel. Actualité en France. Et pour finir, actualité en Europe. Tout de suite, diaspora, intervention de Willy Blah. Octobre 2014, 10 octobre 2015. Cela fait un an que notre camarade, notre tante, notre soeur, notre amie, Yvette Plageur, est tombée les armes à la main. Ce samedi 10 octobre 2015, tous les Ivoiriens, les Africains de la diaspora viennent lui rendre un hommage à travers cette marche commémorative pour dire que nous devons continuer le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo, le combat pour la restauration de nos droits, le combat qu'elle a commencé avec nous pour dire non à Alassane Ouattara, pour dire que celui qui a gagné les élections s'appelle Laurent Gbagbo. Nous devons être nombreux pour venir l'accompagner dans ce combat elle aurait voulu mener ce samedi. Venons nombreux, venons, chers amis, réitérer en son absence son engagement pour cette lutte qu'elle a menée avec beaucoup de dynamisme. Rendez-vous donc demain de la place d'Enfer-Rochereau à Montparnasse. Voilà, soyons nombreux et venons encore pour dire non à Dramane Ouattara et pour dire oui à la liberté. Je vous remercie. Tout de suite, FIFA. Le comité éthique de la FIFA a déclaré dans un communiqué que ces grands noms sont interdits de toutes activités liées au football, aussi bien au niveau national qu'international, pendant toute cette durée. L'avocat de Blatter a déclaré qu'il était déçu de ne pas avoir eu l'opportunité d'être entendu avant que cette décision ne soit prise. Il a par ailleurs ajouté qu'il présenterait toutes les preuves prouvant l'innocence de son client. Les actions menées à l'encontre des hommes les plus puissants du monde du football a considérablement aggravé la situation de crise au sein de la FIFA. Le Camerounais Issa Hayatou et l'Espagnol Ángel María Villar sont en lice pour prendre la direction par intérim des organes de gouvernance du football européen et mondial. Tout de suite, actualité en Chine. Le renminbi chinois a dépassé le yen japonais pour devenir la 4e devise la plus utilisée dans le monde. Selon le prestataire de services de transaction SWIFT, le renminbi, également connu sous le nom de yuan, a représenté en valeur 2,79% des paiements mondiaux en août, contre 2,76% pour le yen. Ces 3 dernières années, le yuan a gagné 7 places. En août 2012, il se classait en effet 12e avec une part de marché de 0,84%. SWIFT a indiqué que le renminbi avait consolidé son statut de devise prépondérante pour les règlements financiers derrière le dollar. Et cette tendance devrait se poursuivre. Jeudi, la Banque populaire de Chine a lancé son système de paiement international, le CIPS, afin de faciliter les règlements et investissements en renminbi. Ce système fournit aux institutions financières chinoises et étrangères des services de règlement et compensation aux transactions transfrontalières en renminbi. L'établissement de ce système est un nouveau tournant pour l'internationalisation du yuan. Il va élever l'efficacité des règlements transfrontaliers du yuan et faciliter l'usage du yuan dans le monde. De plus, le même jour, la Banque populaire de Chine a annoncé que les statistiques officielles respecteront désormais la norme spéciale pour la diffusion des données. Un système statistique créé par le Fonds monétaire international afin d'améliorer la transparence, ce qui devrait faciliter plus encore l'internationalisation du yuan. Mais des défis demeurent. Les réserves de change de la Chine ont diminué pour le 5e mois consécutif, et la récente appréciation du yuan est également une source d'inquiétude. Cela n'empêche toutefois pas le président chinois, Xi Jinping, de rester optimiste. Lors d'un entretien avec le Wall Street Journal, publié le mois dernier,
Il a déclaré qu'il n'existait pas de fondement à une dépréciation durable du yuan, en raison des conditions économiques et financières de la Chine et du monde. Les analystes estiment également que le renminbi gagnera une importance stratégique croissante, en particulier grâce à l'initiative Une ceinture, une route et à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Dans tous les cas, l'internationalisation du yuan devrait se poursuivre à un rythme soutenu, miroir de la place croissante de la Chine dans l'économie mondiale. Tout de suite, actualité en Syrie par Luc Michel. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que Poutine a décidé d'entrer dans le jeu? Et pourquoi il n'entrait pas avant ça? Mais écoutez, parce que avant ça, le gouvernement de Damas n'était pas directement menacé. Poutine avait réussi simplement par la diplomatie à empêcher les bombardements, à empêcher des résolutions de l'ONU et à empêcher surtout ce qu'on appelle la fameuse no-fly zone, c'est-à-dire que les Turcs et les Jordaniens, en liaison avec les Saoudiens, appuyés par la diplomatie française, britannique et américaine, voulaient établir une zone d'interdiction aérienne sur une partie de la Syrie. Interdiction aérienne, évidemment, qui ne se serait appliquée qu'à l'armée de l'air syrienne, puisque tout le monde sait que ni Daesh ni le Front al-Nosra n'ont de forces armées aériennes. À partir de ce moment-là, Damas aurait perdu un de ses éléments de puissance qui lui a permis de contenir l'invasion djihadiste pilotée par les Occidentaux. À partir du moment où la Russie a vu ça, a vu une menace directe, Poutine a décidé d'intervenir. Il y a un autre facteur qu'il faut comprendre dedans, c'est que le maintien au pouvoir du gouvernement actuel en Syrie et le maintien de la grande base syrienne de Tartous près de Latakia en Syrie également, ce sont des choses qui sont vitales pour la Russie. La différence entre les Occidentaux en Syrie et la Russie en Syrie, c'est que la Russie ne peut pas perdre. Parce que la présence de la Russie en Syrie et d'un gouvernement ami, c'est fondamental pour la puissance géostratégique de la Russie. Les Occidentaux peuvent perdre la guerre en Syrie. Ils recommenceront ailleurs, c'est pas vital. Pour que vous compreniez pourquoi c'est vital, depuis que la Russie a décidé de devenir une grande puissance en Europe et en Méditerranée, je vous parle là de l'époque de l'impératrice Catherine la Grande, dont on est à l'époque, la fin du XVIIIe siècle, on est à l'époque de la Révolution française. Ils se sont lancés à la libération des Balkans de l'Empire turc. Ils ont aidé notamment à aider à la libération de pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, et ils se sont emparés à l'époque de la Crimée, d'une partie de l'Ukraine, qui étaient des provinces russes. Ils ont établi la grande base navale de Sébastopol. Sébastopol, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet aux Russes de contrôler la mer Noire, c'est-à-dire qui est une mer intérieure pour eux, et d'accéder à la Méditerranée. Mais tout ceci n'a pas de sens si la Russie n'a pas une grande base militaire dans ce qu'on appelait à l'époque de Catherine la Grande le Levant, qu'on appelle aujourd'hui le Liban et la Syrie. Cette base, c'est Tartous, et donc géostratégiquement, il y a un axe stratégique entre Sébastopol et Tartous, et la Russie ne peut perdre aucun des deux. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les Russes ne sont pas des idiots. La guerre en Syrie, c'est une guerre qu'on appelle périphérique. C'est une guerre, en fait, qui est menée pour isoler la Russie. C'est la théorie géopolitique des géostratèges anglo-saxons comme Spike, Mahan et Mackinder, c'est-à-dire que la Syrie fait partie de ce qu'ils appellent le Rimland, c'est l'anneau des pays maritimes. Le cœur du monde, c'est le Heartland, c'était l'Union soviétique, c'est la Russie, c'était déjà la Russie au 19e siècle. Il s'agit de prendre le contrôle du Rimland pour isoler le Heartland et puis le démembrer. On sait ça à Moscou. C'est la conjoncture classique de la géopolitique anglo-saxonne et de la défense russe qui y répond. À partir de ce moment-là, ils savent que la guerre qui est menée en Syrie, comme la guerre qui était menée avant en Libye, comme la guerre qui est menée dans le Caucase, c'est une guerre contre la Russie. Si Damas tombe, cela veut dire au mieux un pays instable comme l'Irak, au pire un très grand califat établi sur une partie de l'Irak et de la Syrie. L'objectif suivant, on le sait, c'est le Caucase russe.
il y a déjà, il y a quelques semaines maintenant, les djihadistes du Caucase, ce qu'on appelait l'émirat du Caucase, ont fait allégeance à Daesh. Il y a depuis 20 ans une guerre terroriste en Russie qui est menée par ces djihadistes, qui sont appuyés par les Américains et l'OTAN. Lorsque vous avez eu la grande attaque contre l'école de Beslan dans le Caucase russe il y a quelques années, eh bien, le site internet de l'organisation djihadiste qui a fait ce massacre épouvantable, il était situé à Vilnius, dans les Pays-Bas, qui est un des bons élèves de l'OTAN. À partir de ce moment-là, la Russie était obligée d'intervenir. Elle était également obligée d'intervenir pour la même raison. C'est pour ça que les intérêts russes n'ont pas été lâchés, évidemment, en Ukraine, ou que la Russie a repris la Crimée. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. Empêtrés dans l'affaire Morano, les Républicains ne profitent pas du boulevard ouvert par la crise migratoire. L'échange musclé entre François Hollande et Marine Le Pen au Parlement européen rebat les cartes et esquisse le futur duel de la présidentielle. L'entrée de la Russie dans la crise syrienne change la donne alors que Moscou multiplie les frappes. Les Occidentaux, toujours dépassés, dénoncent l'escalade militaire. Une page sociale à présent. Je ne veux être jugé que sur un seul objectif. Les jeunes vivront-ils mieux en 2017 qu'en 2012 ? Voilà une déclaration de François Hollande qui devrait revenir régulièrement dans la campagne présidentielle. En effet, depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir, près de 100 000 jeunes supplémentaires de moins de 25 ans pointent au Pôle emploi. La communication du gouvernement sur la légère baisse enregistrée depuis 3 mois peine à cacher les dizaines de milliers de jeunes sans travail. Les premiers touchés sont les hommes et l'écart avec les femmes se creuse de plus en plus depuis 2012. Au premier trimestre 2015, plus d'un quart des jeunes avec un emploi l'ont trouvé grâce à un dispositif de subvention publique. Ce sont pour la majorité des contrats précaires qui augurent encore plus de chômage à moyen terme. La crise de l'emploi pour les jeunes s'est d'ailleurs généralisée à travers le monde. Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage progresse sans cesse pour dépasser les 13% sur la période 2012-2014. Ces observations concernent essentiellement les pays en développement et les pays pauvres. En effet, l'emploi des jeunes s'est légèrement amélioré dans les pays développés, sauf en France, tandis que le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans dans l'Union européenne est en moyenne de 32%, il est de 27% en France et continue de baisser, alors même que la Grèce a vu son taux augmenter de 1 point. Le cas des jeunes diplômés français ne fait pas exception. À niveau Bac+5, seulement 57% d'entre eux sont recrutés au statut de cadre et les salaires diminuent pour atteindre un salaire annuel brut moyen de 26 000 € par an. Et pour finir, Europe. Et de son côté, le porte-parole du parti espagnol Podemos, Pablo Iglesias, n'hésite pas à parler de lâcheté en évoquant le président français incapable de poser des limites à la chancelière allemande. La France a renoncé à avoir une relation d'égal à égal avec l'Allemagne. C'est pour ça que j'emploie le mot « lâche » pour définir un président de la République qui n'a pas osé mettre des limites à Angela Merkel alors qu'il occupe la meilleure position géopolitique pour le faire. Si la France ne pose pas de limites à l'Allemagne, qui va le faire en Europe ? C'est très décevant. Il se passe beaucoup de choses après ce qui s'est passé en Grèce. Je crois que la victoire de Jeremy Corbyn aux élections primaires du Parti travailliste révèle un changement de tendance. Je n'arrête pas d'avoir des réunions avec des socialistes qui me disent qu'ils sont plus proches de nous que du Parti socialiste espagnol. Des socialistes flamands, des secteurs du Parti socialiste français, des secteurs du Parti démocrate en Italie. Je crois que la famille de ceux qui disent qu'il faut faire de la politique autrement en Europe grandit de plus en plus. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.